Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, nous terminons la série de vidéos sur la thématique Les émotions, c'est la vie. Dans cette quatrième vidéo, nous allons voir en fait en quoi les thérapies par l'art permettent particulièrement de libérer et d'exprimer les émotions. Nous allons voir en fait les fondements de ces thérapies qui favorisent en fait l'expression émotionnelle. Alors au sommaire, 5 points, l'expression des émotions au cœur des thérapies par l'art. Ensuite, le cadre thérapeutique, la matière créatrice, le processus de création, puis pour finir, les processus de métaphorisation et de symbolisation. Alors, à travers la vidéo en fait, que nous avons faite sur Sophie Morgenstern, nous avons vu qu'au début du XXe siècle, les premiers psychanalystes pour enfants, pour beaucoup, ont eu recours à des médiations artistiques afin que les enfants puissent exprimer leurs émotions, sinon ils n'y arrivaient pas, parce qu'ils avaient un accès à la parole trop limité, ou ils étaient bloqués par la parole. Sachant que, outre Sophie Morgenstern, il y a eu également Mélanie Klein, Anna Freud, Loretta Bender aussi, mais plus près de nous, Françoise Dolto. Sachant que dans la première partie du XXe siècle, en parallèle, des médecins, des psychiatres, des psychologues ont commencé à introduire des médiations artistiques pour soigner, mais tous en partant du postulat que le processus de création artistique et l'acte de créer, en fait, était avant tout un moyen de déposer et d'exprimer les émotions. Et alors pourquoi? Bien parce que tout simplement, le processus de création artistique est avant tout un processus émotionnel. À titre d'exemple, on pourrait citer Jacob Lévy-Moreno. Dans les années 1920-1930, donc Moreno, qui était psychiatre autrichien exilé aux États-Unis, il crée le théâtre de l'impromptu, le théâtre de la spontanéité, en fait justement dans ce but-là, de faire ressortir les émotions, le plus possible les émotions. Et en fait, son idée, c'était que c'était un théâtre qui offrait la possibilité aux participants d'improviser des scénettes sur des faits de société. Et lorsqu'un participant jouait, l'idée c'est que les autres pouvaient intervenir à tout moment. Donc, réaction émotionnelle. En fait, Moreno, après, va faire évoluer ce concept vers la forme, ce qu'on appelle aujourd'hui le psychodrame. Lui-même l'appelait le psychodrame. C'est lui l'inventeur c'est lui l'inventeur, sachant qu'il ne l'a pas conceptualisé. Le psychodrame maintenant est conceptualisé, il est très développé en psychanalyse, également dans les thérapies par l'art, sachant que c'était pour Moreno en fait une technique qui permettait aux personnes de jouer spontanément à travers en fait un personnage réel ou imaginaire, en fait des expériences de leur propre vie, avec l'idée que le procédé était basé sur l'improvisation. Mais aussi sur des changements de rôle afin justement de provoquer des réactions à valeur cathartique. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le psychodrame, en mettant à jour des émotions, permet une réactualisation de la relation à soi, de la relation aux autres, mais aussi au monde en général, et qu'il le fait plus particulièrement en revisitant le processus émotionnel. Bon, sachant qu'on fera une vidéo particulièrement là-dessus. Alors maintenant, venons-en au fondement des thérapies par l'art qui favorisent donc l'expression des processus émotionnels. Alors commençons par le cadre thérapeutique, sachant que lorsqu'on parle du cadre thérapeutique, il est essentiel d'avoir à l'esprit que c'est un ensemble de facteurs, c'est-à-dire qu'il y a le cadre physique, il y a le thérapeute, les dispositifs créatifs, les médiations, les matières à créer, mais que le cadre thérapeutique, c'est peut-être aussi et surtout le cadre psychique en fait, qui passe particulièrement par l'alliance thérapeutique entre le thérapeute et la personne accompagnée. Ça, on a fait des vidéos sur la règle des 3A. Et le fait en fait que ce cadre doit s'apparenter le plus possible à un médium malléable, à savoir qu'il réunisse plusieurs conditions, plusieurs caractéristiques. Alors ça, c'est tel que conceptualisé par René Roussillon, qui est un psychologue et psychanalyste, prof à l'université Lyon 2, et sachant qu'on y reviendra, mais je vous cite quand même les cinq conditions. C'est que le cadre soit indestructible, qu'il soit d'une extrême sensibilité, qu'il puisse se transformer indéfiniment, qu'il soit aussi d'une inconditionnelle disponibilité, ce cadre. Alors là, on fait plutôt référence au thérapeute, qui fait partie du cadre, et puis qu'il ait sa vie propre. Bon, sachant qu'encore une fois, on y reviendra. Ce qu'on peut dire également, c'est que le cadre thérapeutique doit être à la fois le lieu et l'objet de toutes les expressions et de tous les possibles émotionnels, en fait, les personnes viennent pour exprimer le plus possible la plus large palette d'émotions. Doit être donc pensé et conçu par le thérapeute, de telle sorte que chaque personne
accompagnés puissent y venir et s'y sentir suffisamment en confiance et en sécurité, en fait, pour pouvoir exprimer ces émotions et lever ces refoulements. Donc, outre le côté malléable, le cadre thérapeutique doit être absolument protecteur, contenant et ludique. Alors, voyons le côté protecteur. En fait, cela passe par la capacité, notamment du thérapeute, déjà, en première instance, par la question de l'acceptation inconditionnelle du patient, évidemment, de la bienveillance, de la neutralité, de l'absence de jugement, etc. Mais le cadre doit aussi, et donc là, le thérapeute, en élaborant son cadre, doit aussi fixer des règles précises, considérant que les règles ne doivent pas être pensées comme des contraintes, mais plutôt comme quelque chose qui protège, des règles qui protègent et qui contiennent. Sachant que le cadre, tout en étant protecteur, doit être souple. C'est-à-dire qu'il doit être protecteur et souple, en fait, à la fois. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que les personnes puissent, le plus possible, développer leur plasticité émotive, leur plasticité affective, sachant que les affects recouvrent l'ensemble, on a vu, des émotions et des sentiments, et leur plasticité créative. Et que plus les personnes pourront développer leur plasticité émotive, plus ils pourront aller dans la plasticité, avoir une plasticité créative forte, donc élaborer d'autant plus fortement, d'autant plus puissamment leurs émotions. En dernière analyse, sur la question du côté protecteur du cadre thérapeutique, on pourrait faire référence à Winnicott, donc pédopsychiatre et psychanalyste anglais, avec son concept de good mother enough, de la mère suffisamment bonne, à savoir que à l'instar en fait de la mère sur laquelle l'enfant peut s'appuyer, peut jouer pour créer et jouer, puis il peut s'étayer sur elle pour jouer et créer, l'idée c'est que le patient, la personne accompagnée, puisse s'appuyer le plus possible sur le cadre, c'est bien physique et psychique, donc le cadre thérapeutique, pour pouvoir libérer ses émotions en toute sécurité. D'ailleurs, si on prend l'exemple, par exemple, des personnes psychotraumatisées, qui ont subi un violent traumatisme et qui sont sujettes le plus souvent à ce qu'on appelle un gel émotionnel, il est nécessaire ensuite, pour qu'elles puissent réveiller à nouveau leur processus sensoriel et émotionnel, elles doivent revivre, faut qu'elles revivent leur vécu traumatique, leur expérience traumatique. Or, pour le faire, il est bien évident que le cadre doit être d'autant plus protecteur, le plus protecteur possible. Alors ensuite, le cadre doit être contenant. Alors quand on dit contenant, ça veut dire qu'il doit pouvoir recevoir et contenir toutes les sortes d'émotions possibles déposées par les participants et exprimées par eux. Alors, sachant que contenir un espace, là je me réfère à Didier Anzieux, psychanalyste, c'est donc créer un dehors et un dedans, et Anzieux lui-même d'ailleurs comparait cet espace thérapeutique à un contenant maternel qui a le rôle d'une seconde peau psychique. Donc là il y a aussi une référence à Winnicott. D'autant plus qu'il faut bien voir que pourquoi il faut qu'il soit extrêmement contenant, c'est parce que par ailleurs, quand on rentre dans des processus de création, la personne accompagnée peut être confrontée à des imprévus, des inattendus, qui va potentiellement faire naître tout type d'émotions. Et donc, en ce sens, le cadre doit être le plus contenant possible. Enfin, en dernière instance, le cadre doit être ludique. Moi, j'ai tendance à dire qu'il doit être un véritable terrain de jeu, dans le sens où il doit donner envie, puisque envie de jouer, pour retrouver du plaisir, considérant que là, on rentre dans la logique winnicottienne, que le plaisir, jouer, c'est avoir du plaisir, c'est en retrouver, c'est comme ça qu'on favorise la créativité, l'envie d'entrer dans des espaces métaphoriques, source de symbolisation, donc de pouvoir élaborer pleinement et communiquer ses émotions. Ça, on va voir ça à la fin. Voilà. Donc là, on a vu le cadre thérapeutique. Maintenant, venons-en à la matière, propre aussi aux thérapies par l'art. Alors, ce qu'on a coutume de dire, c'est que l'art naît de la rencontre entre l'homme et la matière. Quand on est artiste, c'est vrai que quand on crée, on utilise la matière pour la transcender. Sachant que l'acte de créer, donc dans ce sens peut-être encore une fois apparenté à une forme de façonnage de la matière, qui met en forme prioritairement des émotions. Et c'est donc de la matière proprement dite que naissent les émotions. Et alors, dans les thérapies par l'art, donc la matière, on dit qu'elle est transférentielle parce qu'elle mobilise tous les sens de la personne accompagnée, et que la matière devient un véritable objet de dialogue. C'est-à-dire qu'elle va activer les processus sensoriels et émotionnels, puis agglomérer, en fait, c'est la matière qui va agglomérer toutes les émotions, enfin une grande partie des émotions, tout ce qui est affect, des conflits, etc. Donc la matière va être ainsi à la fois et le support et le réceptacle des émotions de la personne accompagnée. Prenons un exemple de la matière musicale par rapport aux émotions. On sait, il y a des différentes recherches en neurosciences qui ont montré que, des recherches réalisées sur des musiciens, qui ont montré que la musique stimule le cerveau au niveau des hippocampes, qui est donc la structure d'entrée de la mémoire, et qui touche l'amygdale, donc la partie frontale du lobe temporal. Et en fait, c'est une région très sensible dans la gestion des émotions. Autrement dit, ça veut dire que la musique
quand on en joue, stimule prioritairement, mais quand on l'écoute aussi, stimule prioritairement les réseaux des émotions, puis les réseaux de la mémoire, du langage et de la motricité. Ça veut donc dire que la musique est aussi bien en mode actif, on émet des sons, qu'en mode réceptif, on en écoute, stimule prioritairement la région des émotions. Donc vraiment, c'est une matière absolument très très intéressante pour l'expression émotionnelle. Venons-en au processus de création maintenant et à instant présent. Alors si l'acte de créer est conscient, ce qu'on sait, c'est que le processus de création est en revanche, lui, en grande partie inconscient. Et également, le processus de création, il est caractérisé par un mouvement en fait de va-et-vient, toujours, entre des extrêmes en fait, hein, entre création-destruction, entre spontanéité-contrôle, entre expression-structure. Donc en fait, par ce biais, il favorise ce qu'on appelle de fait une resurgence des affects, le plus souvent des affects qui sont refoulés, donc de fait la resurgence de tout type d'émotions, ce qui donne pour la personne l'opportunité de s'y confronter. Mais dans ce sens, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le processus de création, il permet aussi une reconnaissance de notre réalité intérieure, qui peut alors prendre une forme concrète et qui favorise en fait une vraie prise de conscience émotionnelle. Et en fait, en tant que sujet de leur création, les personnes en séance, les personnes accompagnées, elles sont amenées tout au long de leur processus de création à faire des choix en permanence, sur les formes, sur les couleurs, par exemple, dans le cadre du dessin, de la peinture, sur les mouvements, dans la danse, dans l'expression corporelle, etc. Donc ça veut dire que quand on est dans un processus de création, on restructure ainsi progressivement, on va dire, notre propre image émotionnelle, et en fait, notre état intérieur, c'est vraiment ce qu'on appelle l'esthétique des émotions, ce qui signifie qu'avec nos mouvements, en fait, on restructure de fait, par notre élaboration, on restructure de fait nos émotions, et potentiellement, c'est comme ça qu'on peut les transformer. Par ailleurs, en séance, la réalité du temps est celle de l'instant présent. Ça, on l'a vu précédemment. En d'autres termes, en fait, ça veut dire que on ne se sent réellement exister que lorsqu'on crée, en fait, que lorsqu'on entre dans un processus de création et qu'on reçoit le besoin de mettre en forme nos émotions du moment présent. Or, une reprise du contact avec les émotions ne peut se faire que pendant l'instant présent, puisque, en dernière instance, je rappelle que les formes qui apparaissent en peinture, ou les mouvements en danse-thérapie, ou les sons en musicothérapie, c'est en fait à chaque fois le reflet d'émotions qui cherchent à s'exprimer dans le ici et maintenant. Finissons maintenant sur le dernier fondement, donc les processus de métaphorisation et de symbolisation. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'art est métaphorique par essence, et que même l'art, en fait, est une grande métaphore. Et qu'en fait, en séance, les ouvertures métaphoriques doivent être privilégiées. Donc déjà, elles sont privilégiées par la création, par les médiations artistiques, de fait, mais que le thérapeute aussi doit les favoriser, par l'introduction de jeux, des consignes, etc., et de dispositifs, et avec l'idée qu'il est nécessaire de stimuler l'imagination pour faire émerger des perspectives et surtout des images poétiques, en fait. Puisqu'on sait que la poésie se nourrit de métaphores, se nourrit de la métaphore, en fait, pour ouvrir, en fait, à d'autres réalités, d'autres perspectives. Donc, c'est ça qui va donner des idées pour pouvoir mieux élaborer les émotions. En fait, c'est vraiment un outil essentiel dans les thérapies par l'art, puisque on sait que c'est le processus de métaphorisation qui peut permettre d'exprimer des concepts aussi complexes que sont les émotions et les sentiments. Par ailleurs, plus encore, on peut dire, c'est que le processus de métaphorisation conduit à la symbolisation. Et que s'il n'y a pas de métaphorisation possible, il n'y a pas de symbolisation. Or, symboliser ces émotions, ça veut dire qu'on arrive à les élaborer, ça veut dire qu'on arrive à les mettre en forme, à les identifier, et qu'en dernière instance, on arrive à les communiquer et à les partager. Voilà. Donc, potentiellement, pouvoir les analyser, les comprendre et les modifier. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette 4e vidéo. Quelques livres, les derniers livres au sujet, enfin pas au sujet d'émotion, parce qu'on en fera d'autres émissions autour de cette question-là, mais pas directement sur cette question. Alors, Théâtre de la spontanéité de Jacob Lévy-Moreno, publié en 1986. L'expression Psychothérapie et création de Jean Broustra, publié en 1996. Matière à symbolisation, art, création et psychanalyse de Bernard Chouvier, publié en 2000. Enfin, Manuel des médiations thérapeutiques de Anne Brun, Bernard Chouvier et de René Roussillon, je crois que c'est sous leur direction, il y a plusieurs autres auteurs, publié en 2012. Voilà. Si vous souhaitez réagir au sujet de cette dernière vidéo, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Sinon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.